Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sera très intéressante pour vous. Vous voyez, il y a quelques semaines, World of Warships m'a contacté et ils m'ont demandé, eh bien, nous organisons cette extension Chasse au Bismarck parce que, eh bien, c'est le 85e anniversaire du naufrage du Bismarck au moment où cette vidéo est publiée. Et ils m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose sur le Bismarck en utilisant certains des éléments du jeu issus de leur nouvelle extension. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire sur le Bismarck? J'ai déjà fait l'opération Rhinobung. Vous savez, ça couvre à peu près toute la durée de vie du Bismarck. Et je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Mais ensuite, je suis arrivé à une réalisation plutôt intéressante. Je pense qu'il y a autre chose dont je pourrais parler à propos du Bismarck, quelque chose de très différent et, je crois, unique. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous voyez, j'ai eu la chance récemment de travailler avec Magellan, une entreprise d'exploration et de sauvetage sous-marin, et il y a quelques mois, ils ont envoyé un REV sur l'épave du Bismarck, et ils l'ont filmé en magnifique résolution 4K. Ils ont recueilli de nombreuses informations, à la fois sur des zones déjà explorées de l'épave, mais en meilleure résolution, et aussi dans le champ de débris où ils ont trouvé de nouveaux fragments du navire auparavant non détectés ou filmés. Et j'ai travaillé avec Mike Brady de Ocean Liner Designs et l'historien Joe Lavender sur leur chaîne, c'est-à-dire la chaîne de Magellan, en examinant en détail tout un tas d'images de l'épave. Ayant l'autorisation d'utiliser ces images, je me suis dit, pourquoi ne pas combiner les deux? Aujourd'hui, nous allons examiner les dégâts subis par le Bismarck lors de son dernier voyage, en particulier pendant son ultime combat. Et je vais vous montrer où cela s'est produit. Ensuite, je vais vous montrer à quoi cela ressemble maintenant sur l'épave elle-même. Voici évidemment quelques images d'aperçu, juste ici. Commençons donc par le premier engagement du Bismarck. Nous allons examiner quelques dégâts qu'il a subis à ce moment-là, puis passer à son dernier combat. Voici donc le Bismarck peu de temps avant qu'il ne parte pour son dernier voyage, arborant ce qu'on appelle le camouflage baltique. Beaucoup de photos que vous avez vues du Bismarck le montrent avec ce schéma de camouflage particulier. Et en effet, l'une des deux nouvelles versions du Bismarck qui sont maintenant dans le jeu avec la mise à jour, le Bismarck 41, comme vous pouvez le voir ici, est livré avec une interprétation plutôt réussie de ce camouflage. Cependant, ce camouflage a été en grande partie effacé pendant le voyage, et elle termine donc le voyage avec un schéma de peinture complètement différent. Cependant, comme ce schéma de peinture a été appliqué un peu à la hâte, ils sont ensuite partis en mer avant que la peinture n'ait vraiment séché. Une grande partie de la peinture s'est détachée en 85 ans, mais l'épave présente encore des éléments notables du camouflage baltique du navire. Bien sûr, lors de la bataille du détroit du Danemark, Bismarck coule le Hood, comme on le sait, mais elle est également engagée par le HMS Prince of Wales. Un point souvent oublié, parmi les trois navires capitaux, le Prince of Wales est le premier à toucher sa cible, marquant finalement 3 coups au but sur le Bismarck. 2 d'entre eux ne sont plus visibles sur l'épave. L'un d'eux, pour avoir touché une embarcation du navire, laquelle a ensuite été réduite en morceaux par la suite. Un autre est allé très profondément sous la ceinture et a en fait fini par inonder certains des compartiments des chaudières. Malheureusement pour nous, encore une fois, la coque inférieure sous la ligne de flottaison du Bismarck est généralement soit sous la boue, soit écrasée à plat, voire peut-être arrachée du navire. Donc ce n'est pas visible pour un aérove. Cependant, il y a eu un troisième impact et celui-ci était à la proue. Et cela a, comme on le sait, coupé l'accès à une grande quantité de carburant à l'avant, ce qui, parmi d'autres dégâts, a obligé le Bismarck à tenter de regagner son port d'attache. Comme vous le voyez ici sur cette photo prise depuis le Prince Eugen, immédiatement après le détroit du Danemark, cela a provoqué beaucoup d'inondations, ce qui, oui, n'est vraiment pas une bonne chose. Ce qui a fait piquer la proue assez bas, assez fortement, et a forcé le Bismarck à réduire sa vitesse. En partie pour essayer de ralentir les inondations et en partie pour donner aux équipes de contrôle des avaries au moins une chance de renforcer les cloisons internes qui subissaient maintenant énormément de pression. Et nous savons à peu près où cet impact a eu lieu. Donc, si nous descendons du côté bâbord de la proue du Bismarck, en arrivant à peu près dans la bonne zone, eh bien, il y a beaucoup de trous d'obus partout sur le Bismarck pour des raisons compréhensibles liées à son dernier combat. Mais celui-ci se distingue particulièrement. Il se trouve presque exactement dans la zone à laquelle on s'attendrait. Il est un peu irrégulier. Il montre clairement des signes d'être un trou d'entrée.
Et lorsque vous le comparez à d'autres dimensions connues de divers objets à proximité, il s'avère qu'il fait en fait un peu plus de 14 pouces. C'est donc presque certainement le trou d'entrée de l'obus de 14 pouces que le prince de Galles a lancé sur le Bismarck. Et oui, c'est un petit vestige de la vague d'étrave complète juste en dessous de cette tache blanche. Vous vous demandez peut-être comment un trou si haut sur le navire a pu causer l'inondation visible sur la photo historique. Cela semble illogique. Eh bien, vous auriez raison, sauf que, bien sûr, cet obus a traversé le navire de part en part en suivant une trajectoire descendante. Nous savons que ce n'était pas un impact sous-marin, car les témoins décrivent un tir traversant et non une explosion massive près du navire qui aurait eu lieu avec un impact sous-marin. Mais nous avons aussi un autre moyen simple de vérifier la véracité de cette affirmation, c'est-à-dire, allons du côté tribord de la proue du Bismarck, qui est un peu plus enfouie dans la boue que le côté bâbord. Mais néanmoins, lorsque nous faisons le tour pour arriver pratiquement au même endroit de l'autre côté, nous voyons qu'il y a deux trous assez grands dans la coque. Le trou du haut, presque miroir de celui de l'autre côté, peut être ignoré. C'est un trou d'entrée dû à un autre impact lors de la dernière bataille. Mais en dessous, vous remarquerez juste au-dessus de la boue, il y a une déchirure assez intéressante. Non seulement ce n'est plus circulaire, ce qui suggérerait que l'objet tournait sur lui-même, mais vous pouvez aussi voir que le revêtement de la coque, lorsqu'il a été fendu, a été poussé vers l'extérieur, ce qui indique qu'il s'agit d'un impact qui s'est produit à l'intérieur du navire. Donc, c'est un projectile qui se trouve à l'intérieur du vaisseau puis qui sort du vaisseau. Et lorsque vous calculez la largeur de la proue à cet endroit, ainsi que la différence de hauteur relative entre le trou d'entrée que nous voyons de l'autre côté et ce trou de sortie, l'angle de chute que vous obtenez comme résultat correspond pratiquement parfaitement à l'angle de chute de l'obus, que le prince de Galles aurait tiré à la distance à laquelle il a effectivement touché le Bismarck. Il est donc presque certain que ce sont les points d'entrée et de sortie conservés sur le Bismarck, là-bas sur l'épave. Comme vous le voyez, la sortie de l'obus est juste un peu plus en avant sur la ligne de la fausse vague d'étrave. Cela aurait provoqué de nombreuses inondations car la vague d'étrave est peinte à la hauteur d'une vraie, sinon la tromperie ne fonctionnerait pas. Cela signifierait que l'eau s'infiltrerait facilement ici dès qu'elle entrerait dans la proue du navire. Bien sûr, cela alourdit la proue, ce qui l'abaisse, comme nous l'avons vu sur la photo de Prince Eugène. Et une fois que cela se produit, là vous êtes vraiment dans de beaux draps, parce que, bien sûr, non seulement vous allez recevoir encore plus d'eau, pas seulement la vague d'étrave, mais en fait de l'eau de mer en général qui va entrer. Vous allez aussi vous retrouver dans une situation où la pression de l'eau elle-même augmente et donc les cloisons en dessous subissent de plus en plus de contraintes. Vous pouvez voir ici, alors que nous continuons le long du côté de la proue, qu'un peu plus de celle-ci est visible. Et on peut dire qu'à ce stade, on voit pratiquement toute la partie émergée de la proue, parce que vous voyez cette ligne qui apparaît au milieu de l'écran sous le revêtement supérieur et inférieur. Si nous passons à une photo historique de la proue tribord du Bismarck, vous pouvez voir qu'il y a exactement la même ligne là où la plaque de blindage commence à apparaître. Sur cette photo plus floue, où elle porte le camouflage baltique, vous voyez toute la vague d'éclat à cet endroit. Vous voyez encore la ligne où le blindage apparaît, indiquant la section au-dessus de la ligne de flottaison à la proue du navire, qui est presque à sa ligne de flottaison dans la boue. Et si vous vous demandez ce qu'il en est de la partie sous la ligne de flottaison, il pourrait y avoir un impact là-bas. Les rapports de l'équipage indiquant une pénétration complète sans explosion côté tribord étaient peut-être faux. Contrairement à la plupart des autres parties sous-marines du Bismarck, nous avons en fait la section sous-marine de la proue. Elle a simplement été arrachée du reste du navire et repose sur le côté. Vous pouvez le voir juste ici. Et la partie la plus intéressante, c'est que vous pouvez en fait voir, rien qu'à la façon dont elle se rétrécit, si vous ne vouliez pas faire d'échelle, ce que vous pouvez bien sûr aussi faire, exactement quelle portion de la section sous-marine de la proue se trouve ici. Vous pouvez voir qu'elle se rétrécit jusqu'à un point extrêmement étroit, ici en haut, là où elle a été arrachée. Et si nous regardons cette photo d'elle lors du lancement, vous pouvez voir qu'il y a la partie au-dessus de l'eau, toute en gris clair. Nous avons vu que nous sommes à peu près arrivés à la ligne de flottaison à ce niveau-là. Et vous pouvez voir qu'on a pratiquement toute la partie sous-marine présente ici. En effet, on peut faire correspondre presque parfaitement l'un des cadres de la section avant sous-marine.
Et comme vous pouvez le voir, on a en gros, évidemment, avec la perspective légèrement déformée par la vue sous-marine, mais comme vous pouvez le voir, quand l'image s'estompe de nouveau, la partie avant réelle de l'étrave correspond presque parfaitement. Donc la seule partie qui est réellement sous l'eau est une toute petite section, vraiment minuscule, peut-être seulement quelques dizaines de centimètres entre les deux. Nous avons l'épave principale au-dessus de la vase et un fragment détaché sous la ligne de flottaison. On peut donc dire que si l'impact était moindre, alors tous les témoignages des survivants seraient erronés. Nous verrions soit une sortie dans cette section si l'entrée se trouvait dans cette toute petite partie sous la ligne de vase, mais ce n'est pas le cas sur ce morceau. Ou bien la sortie se trouverait dans la petite bande qui a disparu, mais alors l'entrée serait quand même au-dessus de la ligne de flottaison sur l'épave principale. Et on n'en voit pas là, juste sur la partie visible. On peut donc affirmer que nous avons identifié les points d'entrée et de sortie pour le prince de Galles, comme lors du coup au détroit du Danemark. Et si vous voulez passer du temps à regarder certains des dégâts du navire dans le jeu, eh bien, ils ont ce truc. L'Eisener-Kanzler, je crois, ce qui signifie le chancelier de fer, c'est-à-dire Bismarck, mais avec un nouveau modèle 3D montrant certains des dégâts qu'il a subis lors de sa bataille finale. Et donc, nous passons maintenant à la dernière résistance du Bismarck. Bien sûr, il n'existe aucune photo rapprochée du Bismarck pendant sa dernière résistance. Parce que, comme vous le voyez, les Britanniques étaient éloignés, mais à portée pour les tirs d'artillerie navale, c'est quand même très loin pour un appareil photo sans un objectif zoom puissant. Oui, l'équipage du Bismarck avait mieux à faire que de photographier leur navire en pleine destruction. Mais grâce aux différents témoignages des survivants, les historiens ont pu reconstituer une chronologie assez précise décrivant au moins la plupart des dégâts majeurs. Nous allons donc en examiner une partie maintenant. D'abord, l'impact sur la tour de commandement. Ce coup assez célèbre a en fait tué à la fois l'amiral et le capitaine du Bismarck très tôt dans l'affrontement. Lors de son dernier combat, cela a laissé le commandement et le contrôle au pauvre premier officier Earls, qui était ailleurs. Il y a aussi de bonnes indications que soit les éclats, soit l'explosion, ou les deux, provenaient de ce coup. Elle a continué vers l'arrière dans la superstructure principale de la passerelle et a sectionné les câbles menant à la station principale du télémètre qui se trouvait plus haut et légèrement en arrière de la tour de commandement. Comme vous le voyez ici, ces dégâts apparaissent sur le modèle d'Eisener-Kanzler. Alors que nous approchons de l'épave, nous arrivons près de la tour de commandement. Ici, c'est un vrai chaos. Eh bien, il y a un énorme trou béant à l'avant de cette section de la superstructure, ce qui, j'imagine, n'aide pas vraiment les choses. Mais en montant un peu plus haut, vous pouvez voir qu'il y a une petite entaille dans l'écran ici en haut, et il y a une entaille beaucoup plus grande sur la droite de l'écran. Mais nous reviendrons sur cette dernière partie plus tard. Mais si vous suivez la trajectoire de la petite entaille, vous verrez qu'il y a d'énormes traces d'impact et d'éclat tout à l'avant de la tour de commandement, et c'est évidemment à l'avant et juste légèrement sur tribord. Maintenant, qui exactement a porté le coup qui a tué tous ceux qui se trouvaient dans cette tour de commandement? C'est une question qui fait l'objet, disons, de discussions amicales entre différents historiens. Traditionnellement, ce coup a été attribué au Rodney au début de l'engagement. Mais des arguments ont également été avancés en faveur du King George V et de l'un des croiseurs lourds. Mais vous savez, peu importe qui l'a fait, personnellement, je penche toujours pour au moins l'un des cuirassés. Compte tenu de l'épaisseur du blindage et de l'effet général du souffle de l'explosion, c'était quand même un coup très très dévastateur. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, la tour de commandement n'a pas manqué non plus de recevoir quelques autres impacts tout autour d'elle. Maintenant, en venant par ici sur la droite, vous allez commencer à voir, il y a un gouffre assez évident, assez important, qui a essentiellement séparé la partie avant de la superstructure de la tour de commandement. C'est de nouveau représenté dans le modèle du jeu, et c'est un autre impact d'obus, c'est clairement un impact d'obus de cuirassé, et on peut clairement voir la différence entre la structure blindée de la tour de commandement et la structure relativement légère qui l'entoure. Et la façon dont tout a été littéralement déchiré, il y a du métal tordu et plié partout. Et encore une fois, vous pouvez voir sur le côté droit de votre écran toutes ces petites taches de rouille qui ressemblent à des éclaboussures de pinceau. Eh bien, si vous suivez les lignes vers le bas, vous revenez là où l'obus a creusé cette tranchée, et ça, c'est dû aux éclats et à l'explosion. C'est l'écaillage provoqué par l'impact lorsqu'il traverse. Donc,
Des morceaux probablement de la superstructure elle-même sont projetés et dispersés un peu comme de la grenaille, puis continuent à se déplacer un peu. Cela descend le côté bâbord de la tour de commandement et vous pouvez voir où il y avait une porte. Je dis « il y avait » parce que, eh bien, cette porte vient d'être complètement arrachée par un autre impact. Un obus a frappé et juste en bas à gauche, là légèrement en train de sortir ou d'entrer dans le champ de vision, il y a un autre trou d'obus dans le blindage. Et en faisant le tour, vous verrez, vous pouvez probablement en apercevoir quelques indices. Maintenant, il y a une autre grande tranchée, pas aussi importante que celle à l'avant. Mais celle-ci a été creusée à travers la structure du pont juste devant la porte et encore une fois, vous pouvez voir juste à gauche de la porte. Un autre impact d'obus a clairement créé une trace de souffle à l'extérieur de la tour de commandement. Et puis, en montant pour regarder le sommet de la tour de commandement, vous remarquerez qu'il y a ce qui ressemble à un petit support en anneau à l'arrière. Et c'est en fait une information très intéressante que l'épave nous révèle. Vous pouvez d'ailleurs voir la différence sur les photos maintenant. Qu'il s'agisse du télémètre arraché par un obus, touché et projeté quelque part, ou qu'il soit tombé lors de la descente du navire, il est évidemment impossible de le prouver précisément. Mais on peut aussi le voir à certains autres dégâts autour d'ici. Il y a eu de toute façon de violentes destructions sur le toit de la tour de commandement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est en fait un moyen très pratique de dater rapidement des photos du Bismarck si elles ont le bon angle de vue et une résolution suffisante. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'une photo du Bismarck au début du mois de mars 1941, donc seulement quelques mois avant le Rhineland, et vous pouvez voir qu'il n'y a rien au sommet de la tour de commandement. En fait, il y a quelques gros plans pris au même moment depuis la superstructure qui montrent en réalité qu'il n'y a qu'une plaque circulaire plate, aucune structure surélevée comme celle qu'on a vue sur l'épave. Mais si nous regardons une autre photo prise à Kiel, pas très longtemps après la première que nous venons de voir, vous pouvez voir. Au sommet de la tour de commandement se trouve une structure assez originale en forme de boîte avec 2 cylindres de chaque côté. Et bien sûr, il s'agit d'un petit télémètre faisant partie du système global de conduite de tir. Et c'est ce qui s'y trouvait. Et on peut en fait voir entre la structure en forme de boîte de la tour du télémètre elle-même et la tour de commandement. Il y a un petit anneau, et c'est l'anneau qui reste maintenant sur l'épave. Et à titre de repère, voici le modèle Eisenach-Kanzler. Vous pouvez voir la tranchée juste devant la tour de commandement, le télémètre arraché et divers autres dégâts causés par l'explosion. Bien sûr, Bismarck a subi de nombreux autres impacts, examinons-en un autre. Ou, pour être plus précis, une autre série d'impacts. Nous sommes donc de retour sur le modèle Eisenach-Kanzler. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de la batterie secondaire avant-bâbord composée d'une paire de tourelles jumelées de 150 mm et de quelques affûts anti-aériens de 105 mm. Maintenant, la plupart des personnes familières avec la perte du Bismarck pourront vous dire comment cela s'est passé. La batterie principale a été mise hors service et nous examinerons cela plus tard. Cependant, la batterie secondaire n'a pas vraiment été épargnée non plus. Alors, allons examiner cette zone, mais cette fois sous le... Voici aujourd'hui la première de ces tourelles, la tourelle double de 150 mm la plus avant, côté bâbord. Oui, elle n'est pas en très bon état, n'est-ce pas? En gros, toute la moitié arrière de cette tourelle a disparu et la raison de cela peut être vue sur le panneau restant qui dépasse à l'arrière. Vous pouvez voir qu'il y a un trou d'obus presque en plein centre de cette plaque et une fois que cet obus, l'obus a pénétré. Et cette plaque, si vous l'évaluez, c'est en fait un obus assez gros. Quand il a explosé, soit la force de l'explosion elle-même, soit très probablement la force de l'explosion de l'XPL. De plus, d'autres munitions qui se trouvaient dans cette tourelle ont explosé et ont soufflé toute la moitié arrière de la tourelle, la laissant pointer presque vers l'arrière. Avec les canons abaissés et l'angle maintenant assez élevé, ce n'est évidemment pas l'angle auquel les canons tiraient lorsque la tourelle a été détruite. Parce que, eh bien, cela correspondrait à une portée bien supérieure à celle à laquelle les cuirassés britanniques engagèrent le combat à ce moment-là. Donc, c'est presque certainement un cas où l'explosion a également détruit le système hydraulique. Et les canons, dans ce cas légèrement inclinés vers l'arrière, se sont retrouvés presque à l'élévation maximale sur certaines autres tourelles de canons. Lorsque ce type de défaillance hydraulique se produit, les canons vont redescendre. Cela dépend simplement de l'endroit précis où se trouve le point d'équilibre par rapport à leur position dans les montures de canon elles-mêmes. Et puis,
En revenant un peu plus en arrière vers la première tourelle de 105 mm, celle-ci est en fait assez intéressante car il y a deux impacts à observer. Le premier est peut-être un peu plus évident lorsque nous le dépassons au début. Donc, il s'agit d'un impact qui est venu du côté bâbord du canon, même si, vu son emplacement sur le navire, c'est un impact qui est arrivé à peu près depuis la position de 7 ou 8 heures. C'est un obus relativement petit, probablement un obus de batterie secondaire, mais comme vous pouvez le voir, il a percé un petit trou net directement à travers le côté bâbord. Canon de 105 mm. Et si vous regardez très attentivement lorsque le sous-marin ou le mini-sous-marin s'approche, vous verrez aussi qu'il y a une toute petite entaille sur le canon tribord. Donc cet obus a clairement endommagé l'affût, mais il l'a traversé de part en part. Ce premier canon n'a pas été complètement sectionné. Et après avoir dépensé presque toute son énergie, il a juste fait une petite bosse dans l'autre, même si l'énergie nécessaire pour faire juste une petite bosse dans le canon tribord l'aurait également rendu inutilisable. En observant bien le bouclier du canon tribord, on distingue quelques éclats de l'obus lors de son explosion. Cependant, cet affût de canon n'a pas été simplement mis hors service par cet impact. Comme vous pouvez le voir ici, tout le côté bâbord du bouclier du canon et une partie de l'affût ont également été détruits, arrachés par un obus lourd qui arrivait. Vous pouvez suivre la trajectoire de la destruction à travers l'affût initial, comme vous le voyez. Elle a dépassé le canon dans son ensemble, puis a pénétré dans le pont et la zone de la superstructure juste à l'arrière, où les obus ont continué dans la superstructure et ont vraisemblablement explosé quelque part à l'intérieur. Et ensuite, nous arrivons au deuxième affût de 150 mm. Ici, vous voyez en fait les deux types de défaillance de son système hydraulique. L'un où le canon est monté presque à l'élévation maximale, mais aussi un autre où les canons sont en fait descendus à l'élévation minimale, ce qui suggère peut-être que ce qui a mis cette tourelle hors service a peut-être aussi désolidarisé le canon de gauche ou du côté bâbord. Contrairement à l'avant, on voit ici la majeure partie de la section arrière, y compris pour ce canon, ses télémètres encore attachés. Mais quant à ce qui l'a détruite, eh bien de l'extérieur, on pourrait penser qu'elle a l'air en bon état. Mais si vous regardez attentivement le dessus, sur le toit, vous pouvez voir encore une fois un obus entrant a laissé la preuve de sa pénétration réussie dans le blindage du toit de la tourelle, puis il a explosé à l'intérieur de la tourelle, la détruisant complètement et probablement en tuant aussi l'équipage qui s'y trouvait. Et cela l'a laissé figé dans cette position, comme vous pouvez le voir, pratiquement orienté droit devant. Donc, il s'agissait probablement d'un impact plus ancien dans la bataille globale, comparé à celui qui a complètement détruit le premier 150 mm. L'affût, qui, en supposant bien sûr que ceux-ci sont figés en place lorsque le navire coule, a eu l'occasion de pivoter avant d'être détruit. Bien sûr, ces tourelles sont, heureusement, encore attachées au navire, donc nous devons faire quelques suppositions sur leur position relative. Et la plupart du temps, on suppose que ce sont les positions réelles dans lesquelles elles se trouvaient lorsque le navire a été touché, ce qui nous donne donc une idée du moment où elles ont été mises hors service. Il est théoriquement possible qu'avec le chavirement, elles aient pu bouger un peu, mais nous n'en savons rien. Et enfin, dans cette partie de la batterie secondaire, qui est celle que nous allons examiner aujourd'hui en ce qui concerne les canons secondaires, il y a le deuxième affût de 105 mm, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire beaucoup à ce sujet, parce que, comme vous pouvez le voir, il a subi un gros impact à un moment donné et a été complètement réduit à l'état d'épave méconnaissable. C'est à ce moment-là que l'obus lourd explose sur l'affût au lieu de le traverser. Mais bien sûr, il y a aussi l'armement principal, et les 4 tourelles ont été mises hors service à différents moments de l'affrontement. La plus spectaculaire est sans doute la tourelle Bruno. Le côté opposé est visible sur la maquette ici. Mais selon les témoignages des survivants du Bismarck et de l'équipage du Rodney qui a tiré le coup en question, ils ont vu un obus de 16 pouces pénétrer la face avant de la tourelle et exploser, ou peut-être provoquer d'autres explosions à l'intérieur de la tourelle, ce qui a complètement soufflé l'arrière de la tourelle en voyant toute la plaque arrière blindée tournoyer dans la mer. Il existe des preuves de la lourde punition subie par la tourelle Bruno, comme la barbette encore présente sur l'épave. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un impact net qui a traversé proprement le blindage de la barbette, juste en dessous du niveau où la tourelle se trouvait à l'époque. Et cela se trouve sur le côté bâbord, initialement engagé du Bismarck, donc c'est probablement l'œuvre du Rodney.
mais parfois certaines personnes ont contesté le niveau de violence qui a disloqué la tourelle Brunehaut, et ils se sont demandé si les récits affirmant que l'arrière avait été complètement soufflé étaient vraiment exacts, car la force de l'explosion nécessaire pour faire cela aurait été considérable. Cela dépasse la plupart des estimations raisonnables de la puissance destructrice d'un obus de 406 mm à lui seul et nécessiterait une aide supplémentaire, possiblement des obus et des charges qui étaient en train d'être déplacés dans la tourelle au moment où elle a été touchée. Peut-être aussi ceux stockés dans la tourelle, car le Bismarck avait des coffres pour des munitions supplémentaires. Lorsque les premières expéditions ont examiné l'épave, il n'y avait qu'une barbette à cet endroit, car toutes les tourelles étaient tombées quand le navire s'est retourné, laissant cela en suspens. Cependant, comme vous pouvez le voir sur cette image, il s'agit de la tourelle Brunehaut, ou du moins de ce qu'il en reste. Bien sûr, après être tombées du navire alors qu'il était retourné, toutes les tourelles semblent avoir poursuivi leur descente vers le fond marin en restant à l'envers. Donc, il s'agit en fait du dessous de la tourelle. Donc, ceux d'entre vous qui possèdent des plans très détaillés de la tourelle du Bismarck voudront peut-être maintenant faire pivoter l'écran de 180 degrés pour comprendre exactement ce que vous regardez en termes de tous ces mécanismes. Parce qu'avec certaines des tourelles, pas Brunehaut dans ce cas, mais certaines d'entre elles, tout l'ensemble du monte-obus est également conservé, attaché aux tourelles. Dans le cas de Brunehaut, il est évident que l'intérieur de la tourelle montre que cela a été arraché ou effondré vers le bas dans le navire et que cela n'est pas resté attaché au reste de la tourelle lors de sa chute, parce que ceci n'est que la section qui aurait été placée un peu à l'intérieur du barbette et du corps principal de la tourelle, la casemate elle-même. Et les canons sont en fait très probablement enterrés dans la boue que vous pouvez voir tout autour. Il est possible qu'elle se soit effondrée à l'impact, ait été arrachée et ait glissé vers le bas. Mais c'est moins probable dans ce cas précis que le fait qu'elle ait simplement créé un cratère qui a ensuite été comblé. Dans tous les cas, comment cela nous aide-t-il à comprendre? Que s'est-il passé derrière la tourelle Brunehaut? Vous l'avez peut-être vu de loin, car le RRV était auparavant de l'autre côté. Désolé pour les flashs au fait, mais il prenait bien sûr des photos en plus de la vidéo. Mais voici le surplomb, la partie inférieure du surplomb de la tourelle Brunehaut, et comme vous l'avez vu précédemment, la tourelle elle-même est quasiment à l'horizontale, pratiquement à plat. Ces plaques, cependant, ne le sont pas. Elles reposent sur ce qui ressemble un peu à un tremplin de saut à ski. Mais bien sûr, elles sont à l'envers, et comme vous pouvez le voir, elles sont aussi un peu écartées les unes des autres, comme des pétales. Et tout au fond, là-bas, vous pouvez en voir une qui a en fait été soufflée presque à 90 degrés vers le bas à l'époque, même si maintenant elle pointe presque à 90 degrés vers le haut, parce que bien sûr, comme nous l'avons dit, elle est à l'envers. Et cela nous donne une preuve très solide que ce qu'ont dit à la fois les survivants du Bismarck et l'équipage du Rodney n'a été en aucune façon exagéré. Parce que ce n'est pas un dommage survenu après la bataille, ce n'est pas un dommage causé lorsque la tourelle a touché le fond marin, c'est ainsi qu'elle était formée lorsqu'elle a touché le fond marin. Et ce que cela montre, évidemment, c'est une explosion colossale qui a manifestement non seulement détruit la tourelle, mais dont la plaque arrière est également manquante. Aussi choquant que cela puisse paraître, exactement comme l'ont dit les survivants. Mais comme vous pouvez également le voir, cela a complètement plié cette partie arrière de la tourelle de façon très violente et très rapide. De plus, comme vous pouvez le voir sur notre gauche, qui correspond au côté droit ou tribord de la tourelle, ce qui nous donne également un indice sur l'alignement exact de l'explosion et peut-être aussi de l'obus. Parce que, encore une fois, comme vous pouvez le voir lorsque nous faisons le tour, le blindage, sur ce qui aurait été le côté bâbord, donc le côté gauche de la tourelle, est un peu moins déformé. Et la déformation devient de plus en plus prononcée à mesure que nous nous dirigeons vers la gauche. Mais qu'en est-il de ce qui aurait été le côté tribord de la tourelle? Donc, vous pouvez imaginer qu'avec le plancher soufflé en dessous, il n'y avait aucune chance que la plaque arrière de la tourelle reste en place, et donc ce niveau de dégâts correspond presque parfaitement, comme nous l'avons dit, à ceci. Les survivants du Bismarck ainsi que les témoignages de l'équipage du Rodney décrivent tous l'arrière de la tourelle complètement soufflée et la plaque arrière projetée par-dessus le côté tribord et dans la mer. Même si le tir du Prince of Wales, vu au début, a poussé le Bismarck à retourner vers sa base, ce n'était pas la véritable cause, à proprement parler, de son dernier combat.
Si elle avait pu maintenir la vitesse et le niveau de contrôle qu'elle avait après la bataille du détroit du Danemark, elle serait probablement arrivée dans un port de la France occupée. Cependant, bien sûr, elle a été attaquée par des swordfish du HMS Ark Royal qui ont notamment porté ce coup resté célèbre. Une torpille a touché sa poupe et cela a bloqué ses gouvernails, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée avec un contrôle très limité. Sa vitesse a été réduite, encore plus qu'auparavant, et elle a donc fini par être acculée par la Royal Navy. Mais y a-t-il quelque chose que nous pouvons voir sur l'épave qui nous montre ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, il s'avère que oui, il y en a. Donc, pour la dernière zone endommagée au combat que nous allons examiner aujourd'hui, nous allons aller tout au bout de l'arrière du navire. Voici, bien sûr, l'hélice tribord, ou du moins la partie qui est encore au-dessus de la ligne de vase. Et vous remarquerez que j'ai dit l'hélice tribord, pas une des hélices tribord, parce que, bien sûr, Bismarck avait une configuration à 3 arbres d'hélices, donc elle avait une hélice bâbord, une hélice tribord et une hélice centrale. En parlant de l'hélice centrale, vous la voyez peut-être à l'arrière-plan, faisons un petit tour. Nous arrivons toujours du côté tribord, mais nous allons progressivement nous rapprocher de plus en plus de la ligne centrale, qui est en quelque sorte définie par l'emplacement de ces câbles. Et juste à droite de cela, vous pouvez voir ce qu'il reste de l'hélice centrale. Et dans ce cas, c'est une description assez précise parce que, eh bien, vous pouvez voir qu'il en manque un gros morceau et elle est également tordue. Et les plus observateurs parmi vous pourront peut-être aussi le remarquer. Par rapport à l'hélice tribord, elle n'est plus vraiment alignée avec le navire et vous pourrez le vérifier dans un instant. Mais c'est assez important car cela nous indique que l'explosion de la torpille qui a mis hors d'usage la direction du Bismarck a soit touché directement le gouvernail bâbord, soit explosé très près de celui-ci, dans les deux cas. Ce qui semble s'être passé, c'est que l'explosion a été suffisamment puissante. Et c'est pourquoi nous pensons qu'elle était probablement assez localisée pour plier le gouvernail bâbord à la fois vers l'intérieur et vers l'avant. Il est entré en contact avec l'hélice centrale, une grosse pièce de bronze en rotation qui l'a broyé avec un bruit de chunk, chunk, chunk. Le gouvernail a probablement aidé à l'arracher, mais comme le gouvernail est en acier, il a aussi arraché un bon morceau de l'hélice. D'où les dégâts sur cette vieille hélice. Et cela aurait rendu l'hélice centrale pratiquement inutilisable à partir de ce moment-là, en termes de propulsion, parce que, eh bien, son profil est complètement déformé. L'arbre d'hélice est probablement tordu. Et essayer de la faire tourner dans un état aussi mauvais n'aurait de toute façon pas généré beaucoup de poussées utiles, même en supposant qu'elle fonctionnerait vraiment et non simplement émettre un bruit horrible en broyant les joints, provoquant alors une grosse inondation. Vous avez peut-être remarqué que le gouvernail n'est pas présent, celui du côté bâbord, ni celui du côté tribord. Ce n'est pas forcément surprenant, étant donné la force qui aurait été exercée sur la coque dans cette zone, et la fragilité des fixations du gouvernail a sans doute causé son arrachement, à moins que le gouvernail bâbord n'ait été emporté juste après l'explosion de la torpille. Mais lorsque nous passons à tribord, on se rend vraiment compte dans quel mauvais état se trouve l'hélice centrale par rapport à l'hélice tribord que l'on peut voir ici maintenant en la regardant sous le même angle de caméra. Voici à quoi l'hélice devrait ressembler par rapport à ce à quoi elle ressemble réellement. Cependant, ce qui est également intéressant, c'est que l'on peut voir sur la face de l'hélice, alors qu'on s'en éloigne maintenant, qu'il y a pas mal de cavitations. Cela indique qu'il y avait des problèmes avec la propulsion et la conception de l'hélice sur le Bismarck, parce que ce n'est pas le genre de marque que l'on veut voir sur une hélice, surtout après que le navire ait été en service pendant une période relativement courte. Et il y a eu une autre conséquence de l'explosion de cette torpille, c'est qu'elle a sérieusement affaibli la structure arrière. L'un des inconvénients d'une conception d'hélice à arbre central, c'est que le porte-à-faux de la poupe est, relativement parlant, assez mince et donc un peu plus faible comparé à une conception à 2 ou 4 hélices. Là où vous pouvez abaisser la poupe davantage dans l'alignement de la quille, ce qui lui donne un peu plus de solidité. Cependant, un problème fréquent des conceptions allemandes à 3 arbres durant la Seconde Guerre mondiale était que leurs poupes fragiles risquaient de s'effondrer ou de se détacher si touchées. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est exactement ce qui est arrivé au Bismarck à un moment donné, pendant son naufrage. La poupe s'est détachée, elle n'avait pas de poupe à tableau. Il devrait y avoir plus de poupe ici, mais elle s'est simplement détachée assez proprement. Et c'est tout ce qu'il en reste. Où est passé le reste de la poupe?
Le champ de débris n'a pas encore été entièrement inspecté en vidéo, il est peut-être là-bas. Vous voyez que la cassure s'est produite ici. Et cela conclut notre examen des différents dégâts de combat du Bismarck, à la fois tels qu'ils se sont produits à l'époque, comment ils apparaissent dans le jeu et comment ils apparaissent aujourd'hui sous l'eau. J'espère que cela vous a plu. Merci encore à Magellan de m'avoir permis d'utiliser ces images. Le lien vers leur chaîne se trouve dans la description ci-dessous. Et bien sûr, merci à World of Warships de m'avoir permis d'accéder à toutes les ressources du jeu qui ont été utilisées pour cette partie de la vidéo. Donc, si vous voulez aller jouer à World of Warships, si vous êtes un joueur qui revient, il y aura plein de conteneurs d'événements Chasse au Bismarck pour vous. Et si vous êtes un nouveau joueur, peut-être que vous n'avez jamais joué au jeu auparavant et que vous voulez maintenant le télécharger et l'essayer, eh bien, vous pouvez utiliser le lien dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et ensuite, lorsque vous vous inscrirez au jeu, vous recevrez immédiatement 20 jours de compte premium, un emplacement de port pour un navire supplémentaire, le croiseur japonais de rang 3 Tenryu et un commandant avec 6 points de compétences à répartir. Et ensuite, vous recevrez également un ensemble de récompenses supplémentaires au fil du temps, ce qui représentera un total de 7 super conteneurs. 40 milliards de crédits, 1 million d'XP de commandant d'élite, 600 000 XP libres, sans bonus économique, qui vous permettront de gagner plus de crédits et plus d'expérience au fur et à mesure. Et le croiseur américain de rang 7 Boise, qui a lui-même une histoire assez particulière, surtout ironiquement en ce qui concerne les explosions de soute. Pour ceux qui jouent à World of Warships, il y a le quai des vœux et d'autres éléments liés à l'événement en cours, où vous pouvez obtenir les différents camouflages, objets et les nouveaux navires. Cela commémore le 85e anniversaire de la chasse au Bismarck. Et bien sûr, tous les joueurs peuvent obtenir les différents nouveaux contenus, notamment en utilisant le quai des vœux, qui fait partie de l'événement. Nous avons donc le Prince of Wales de classe King George V de rang 8 plutôt furtif pour un cuirassé, un combattant de courte portée, équipé comme le Prince of Wales lors de la bataille du détroit du Danemark. Bismarck 41 évidemment en parfait état, également un cuirassé de rang 8, capacité légèrement différente par rapport au Bismarck de l'arbre technologique principal, y compris la possibilité de contrôler manuellement vos batteries secondaires. Et bien sûr, vous pouvez l'équiper en option du camouflage baltique avec lequel Bismarck a commencé l'opération Rheinübung. Et l'Isener Kanzler, que j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, qui est essentiellement le Bismarck 41, mais avec une refonte significative du modèle 3D pour montrer certains des dégâts subis par le navire lors de son dernier combat. Un nouveau commandant allemand, Ernest Lindemann, complète le Lutzins déjà présent dans le jeu. Malheureusement, vous ne pouvez pas les utiliser ensemble sur le même navire, mais il propose quelques compétences spéciales. Et un certain nombre de camouflages spéciaux que vous pouvez obtenir et appliquer à différents navires, tous dans des couleurs flashy, si vous voulez que votre navire se démarque. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à examiner, dites-le nous ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour poser vos questions pour Drydock.